Les Jenny Anniverse, serrées, façonnées et séchées, semblaient bien plus horribles que je ne l'aurais cru. Elles ont été créées depuis des siècles, mais je n'en avais jamais vraiment entendu parler. Apparemment, elles étaient utilisées au XVIe siècle pour faire croire aux gens que les démons existent, et de manière très efficace d'ailleurs. Lorsque j'ai découvert leur existence, j'ai tout de suite pensé que je pourrais en utiliser une, pour enfin battre mon con de voisin, pour la décoration d'Halloween la plus originale. Chaque année, je cherchais sur le web les choses les plus dérangeantes et les plus tordues que je puisse trouver, en espérant gagner. Mais avec l'argent qu'il avait, il arrivait toujours premier. Cette fois, j'ai pensé, cette fois j'arrête d'aller perdre. Un sourire malsain a grandi sur mon visage, et j'ai lâché 200 $ dessus, sans hésiter. Malgré le prix, j'avais le sentiment que cela apporterait enfin les résultats que je recherchais. J'admets tout à fait que ce comportement était un peu obsessionnel, pour ce qui aurait été normalement une question aussi triviale. Et avec le recul, nous aurions pu nous épargner bien des soucis, en nous taisant et en faisant avec. Cependant, au fil des années, ma rivalité avec lui s'est transformée en une haine envers son côté bourgeois. Notre famille vivait en face de ce bouffon depuis des années. Ma femme et moi avions travaillé dur pour vivre confortablement, et voir cet individu vivant sur l'héritage de ses parents sans rien foutre, écoutant la musique très forte, se vantant constamment de ses voitures, et avoir différentes filles dans sa maison chaque nuit, était tout simplement insupportable. Nous étions aigris, même ma jeune fille, qui l'empêchait de dormir avec sa musique bruyante et sa fornication qui traversait tous nos efforts d'insonorisation. Auparavant, nous avons même essayé d'en parler au syndic, mais cela recommençait après un certain temps. Je soupçonne qu'il devait les payer, alors il fermait les yeux sur ces infractions évidentes. Si vous étiez à ma place, je suis sûr que vous auriez la même colère que nous avons tous ressentie. Je savais que si je pouvais gagner juste une fois, je verrais le choc sur son visage. Je pourrais le voir réaliser qu'il ne peut pas tout avoir, et que les travailleurs acharnés l'emporteront sur les arrogants et les paresseux comme lui. Cela nous amène au 1er octobre 2019. C'est le jour où le paquet est arrivé, et la date à laquelle cette mascarade a commencé. Après avoir ouvert le colis, ma fille Olivia était étonnamment moins effrayée par la bête que ma femme Kate. Olivia était plus fascinée par elle qu'autre chose. La Jenny Anniver était accompagnée d'instructions pour la suspendre et de quelques conseils d'entretien généraux. C'était à peu près tout ce à quoi on pouvait s'attendre, mais le dernier conseil était apparemment très important. L'avertissement, 2 fois plus grand et en gras, indiquait « ne pas mettre dans l'eau ». J'ai pensé que c'était normal. Le séchage fait partie du processus de conservation. Si elle devait se réhydrater d'une manière ou d'une autre, elle commencerait probablement à pourrir et ce serait 200 $ de perdu. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais Olivia aimait vraiment cette chose qu'elle a appelée Herbert. Elle jouait avec comme une poupée et dormait même avec. Parfois elle demandait à prendre un bain avec elle, mais Kate et moi lui disions de ne pas le faire, car cela pourrait l'abîmer. Un jour, elle a voulu emmener Herbert pour la montrer à l'école. Nous l'avons autorisé, à condition qu'elle fasse très attention. Apparemment, tous les autres enfants de la classe, ainsi que le professeur, sont sortis en hurlant et lui ont demandé de retourner chez elle. Même si elle a eu des ennuis, ça ne m'a pas dérangé. Ce jour-là m'a fait réaliser que Jenny Anniver allait susciter la réaction tant convoitée auprès des gens. Nous avons continué le mois comme si de rien n'était, et la nouvelle de l'existence d'un objet aussi terrifiant a commencé à se répandre. Puis vint le 30 octobre, la veille du concours. Nous ne voulions pas montrer toutes nos cartes avant Halloween, alors nous avons décidé de ne pas l'accrocher pour le moment. Cela dit, nous avions aussi peur qu'Olivia l'endommage accidentellement, juste le jour J. Alors nous l'avons cachée dans un placard pour la journée. Elle était contrariée de ne pas pouvoir jouer avec, mais elle semblait comprendre.
Jusqu'à la fin de la journée, elle n'a pas arrêté de poser des questions à son sujet. « Papa, c'est quoi Herbert ?»« Herbert est une raie séchée, ma puce. »« Où l'as-tu trouvée ? Pourquoi les enfants ont-ils si peur d'elle ?»« Je l'ai achetée en ligne. Elle est censée être une décoration d'Halloween. En fait, on était très surpris que tu n'aies pas eu peur d'elle au départ. »« Pourquoi je ne peux pas la mettre dans l'eau ? Elle est desséchée et morte depuis longtemps. Elle va probablement commencer à sentir mauvais si on la mouille. Pourquoi me demande-t-elle de lui donner un bain alors ? » Cette question m'a évidemment un peu déstabilisé. Mais vous connaissez les enfants et leur imagination, toujours en train de se créer des amis avec des choses comme des animaux en peluche. J'ai répondu aussi sérieusement que n'importe quel parent le ferait. Haha, peut-être qu'elle va se ranimer ou quelque chose du genre, je ne sais pas. Nous nous sommes tous couchés tôt ce soir-là, car nous voulions être en forme pour décorer la maison toute la journée d'Halloween. Vers minuit, j'ai été réveillé par un cri dans la maison. En me précipitant vers la salle de bain, j'ai remarqué que la porte du placard était ouverte, et j'ai immédiatement cru que je savais ce qui s'était passé. Cependant, lorsque j'ai ouvert la porte, la dernière chose que je m'attendais à voir était cette chose qui essayait de tirer ma fille dans l'eau avec sa queue, qui ressemblait plus à un tentacule. « Kate, prends l'arme !» La chose avait gardé sa couleur pâle et dégoûtante, mais elle était maintenant très visqueuse au toucher. Je pouvais dire que ce n'était plus une simple raie défigurée, mais quelque chose de complètement différent. J'ai essayé d'arracher la queue de cette chose de ma fille, mais elle avait une force incroyable. Elle m'a feulé dessus et a essayé de me mordre. Quand Kate est arrivée avec le pistolet, j'ai immédiatement tiré sur la queue pour libérer Olivia. En la poussant loin de la chose, elle s'est débattue et a poussé un cri horrible alors que je finissais le reste de mon chargeur sur elle. Lorsqu'elle a finalement arrêté de bouger, nous avons pris un moment pour nous recueillir, puis nous avons réfléchi à la façon dont nous allions nous en débarrasser. Elle sentait vraiment mauvais, exactement comme je l'avais pensé auparavant. J'ai décidé que malgré cette expérience horrible et les trous de balles qu'elle avait, j'allais l'accrocher tout de suite pour la mettre hors de vue de tout le monde. Après avoir passé tant d'épreuves avec elle, autant l'utiliser jusqu'au bout et la mettre en décoration. Quand je suis sorti sur le porche, des officiers de police sont arrivés. Ils m'ont dit que des voisins avaient entendu des coups de feu provenant de chez moi. J'ai brandi l'objet en souriant et j'ai dit « Tout va bien, messieurs les agents, c'est juste un petit monstre dans la maison. Vous pouvez entrer si vous voulez. » L'un a fouillé l'endroit pendant que l'autre me regardait accrocher la petite bête d'horreur qu'était ma Jenny Haniver. « Monsieur, c'est quoi ce truc ?» L'officier a demandé avec une main sur son taser. « Ça s'appelle un Jenny Haniver. C'est juste une raie défigurée, rien de plus. » « Pourquoi diable avez-vous acheté ce truc ? » Je pensais que ce serait une bonne idée de décoration pour Halloween. L'officier et moi avons continué à parler, pendant que l'autre finissait son inspection. Bien sûr, tout le monde allait bien, si ce n'est un peu secoué. Ils sont partis, et nous avons ensuite essayé de nous rendormir. Pour des raisons évidentes, aucun d'entre nous n'a réussi à dormir. Alors nous nous sommes réunis dans le salon pour en parler tout en prenant des collations. « Hé, Olivia, est-ce que cette chose te parlait vraiment ?»« Oui. »« Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» a demandé Kate. « Elle voulait que je prenne un bain avec elle. Elle s'est mise à pleurer en croassant. » J'ai avalé de travers. Après m'être excusé, je suis allé dans la salle de bain. Là, je me suis aspergé d'eau sur le visage. Je me suis pincé. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour me convaincre que cela n'était pas en train de se produire, pendant que ma femme consolait Olivia. Quand je me suis rassis, mon esprit était encore en ébullition. « Je suis désolé de t'avoir fait vivre cela, ma chérie, » ai-je dit. « Ça va, papa, tu ne pouvais pas savoir. » Je n'aurais pas dû t'encourager à jouer avec un animal mort de toute façon.
Même si c'était un peu bizarre, je comprends pourquoi tu l'as fait, chérie. Elle avait l'air de passer un bon moment. Allez, Olivia, essayons de dormir un peu. Demain sera une grosse journée, a répondu Kate. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons pu dormir un peu. Le lendemain matin, la chose avait disparu. Je ne savais pas vraiment quoi en penser, mais bon débarras, je suppose. Nous n'avons pas eu envie de mettre des décorations ce jour-là. L'année suivante, nous avons vendu toutes les décorations d'Halloween que nous avions accumulées au fil des ans, et nous avons déménagé dans un endroit plus calme. Là-bas, il n'y avait pas de Jared, et il n'y avait aucune possibilité que cette chose nous trouve. Nous pouvions vivre en paix. Parfois, cependant, je repense à l'incident, et je me demande ce qui a bien pu arriver à cette chose. Pete, c'est l'apocalypse, cria Jacob, alors qu'une explosion illuminait le ciel. Le centre-ville qui se trouvait non loin de lui affluait de cris et d'explosions qui illuminaient les bâtiments et les rues. Jacob eut des flashbacks de la Seconde Guerre mondiale et commença à paniquer encore plus lorsqu'il vit des gens se déplacer en titubant, allant et venant du lieu des explosions. Pete, son vieux chien fidèle, grogne faiblement contre les gens qui passent. Ils semblaient être des cadavres ambulants, et cela est devenu évident pour Jacob, après qu'une autre explosion ait éclairé la zone suffisamment pour que ses vieux yeux puissent y voir clair. Jacob se dirigea vers sa porte et tira sur le collier de Pete. Le vieux chien est entré avec lui. Il a claqué la porte et s'est mis à verrouiller toutes les serrures de sa maison. Après avoir bien barricadé sa maison et mis en place des barreaux à ses fenêtres, il a eu le courage de jeter un œil à l'extérieur. Dehors, le ciel a été le théâtre d'explosions qui ont secoué sa maison. Soudain, un visage est apparu juste devant lui. Surpris, il est tombé à la renverse sur sa table basse. « Je sais que tu es là, vieil homme », a gémi la personne à l'extérieur. Grâce à l'éclairage de sa maison, il pouvait voir les marques de brûlure et la chair manquante sur le visage de la personne. Horrifié par cet individu à moitié mort, il courut vers sa chambre à l'étage. Pete le suivait derrière lui. L'homme à l'extérieur a frappé à la porte. « Sors et joins-toi à la fête », a-t-il gémi d'une voix morte. Après quelques minutes haletantes, les coups ont cessé, et Jacob s'est dit que l'homme allait ramener toute une horde de ses amis morts-vivants pour l'attraper. Il fouilla dans le tiroir de sa commode, écarta ses chaussettes, récupérant un pistolet. Ils ont dit que l'apocalypse des zombies était pour bientôt, mon vieux Pete. Je l'ai vu sur Internet. Ils sont là à présent. Je suis désolé, mon vieux, a-t-il dit en pointant le pistolet sur son compagnon de toujours, recroquevillé sur une pile de journaux de la semaine. Le chien est mort après un simple gémissement. Ensuite, Jacob a retourné l'arme contre lui. Je m'étais préparé pour ce jour, mais maintenant ils savent que je suis ici. Mon Dieu, ma chère Sally, je vais vous rejoindre, a-t-il dit en appuyant sur la gâchette. Ce ne fut pas sa dernière pensée, cependant. La toute dernière chose qui lui est passée par la tête dans les derniers instants où il était encore en vie était un titre sur l'un des journaux, sous Pete. Fête costumée de zombies au centre-ville le soir d'Halloween. Jack n'a même pas pris la peine de brosser la saleté de son costume pourri. Certains disent que la propreté est proche de la divinité, mais Jack pensait que le grand homme d'en haut, ou même le grand patron de l'enfer, n'avait aucune importance dans sa situation actuelle. Après tout, il avait une balle de revolver qui était restée dans son crâne vide. Et il ne se souvenait pas d'avoir vu quoi que ce soit ressemblant à un tunnel de lumière, ou même un trou encore plus sombre que les ténèbres. En outre, creuser du mauvais côté de la tombe est un travail fatigant, et il avait encore d'autres choses à faire cette nuit-là. Les orbites vides
il repéra le manche d'une pelle partiellement cachée sous des feuilles mortes et en décomposition. Il supposa que celui qui l'avait enterré là avait accidentellement laissé la pelle derrière lui, marquant ainsi l'endroit où ses restes avaient été cachés. Sans se soucier de l'ironie de la chose, il poussa un soupir de soulagement, simplement heureux de ne plus avoir à creuser avec ses mains. Le pourquoi et le comment de sa résurrection étaient un mystère pour lui, mais d'une certaine manière, il savait ce qu'il devait faire et où il devait aller. Il espérait seulement pouvoir tenir le coup assez longtemps pour accomplir sa tâche. Avec ses membres dépourvus de tissus connectifs et de ligaments pour les maintenir en place, il se pencha et ramassa l'outil rouillé. Malgré l'absence de tissu musculaire, il saisit fermement la poignée et posa le long manche en bois sur son épaule osseuse. Défiant les lois de la nature, il a fait tout cela et s'est ensuite détourné, marchant dans les bois vers sa destination finale. Il avait une longue route à parcourir et une autre tombe à creuser cette nuit-là. Il se fraya maladroitement un chemin à travers les fourrés à l'orée des bois, dépassa un panneau indiquant une impasse et se dirigea directement vers le centre de May Street. Des enfants vêtus de toutes sortes de costumes colorés marchaient le long des trottoirs. Beaucoup d'entre eux étaient bouche bée devant le cadavre animé de Jack Marlon, mais personne ne voyait dans son apparition l'avènement de l'apocalypse zombie. En fait, il s'intégrait très bien parmi toutes les autres créatures macabres qui parcouraient les rues ce soir-là. Il n'y avait vraiment pas de meilleure nuit pour son retour sur la terre ferme. Après tout est permis le 31 octobre. Un enfant déguisé en hamburger lui a crié « Costume super effrayant, monsieur Bickle. Vous vous êtes vraiment surpassé cette année. » Jacques ne savait pas qui était monsieur Bickle, mais il a pris le compliment dépassé comme un signe qu'il ne rencontrerait que peu de résistance dans sa traversée de la ville. S'il avait pu retrouver son os de la mâchoire quelque part dans le fourré, il aurait pu répondre par un « pareil pour toi, gamin ». Au lieu de ça, il a ignoré le garçon et a continué sa lente et pénible marche dans la rue. Il s'est dit que c'était sans doute mieux de ne pas essayer de parler. Aucun des enfants ne semblait intimidé par cette chose, qui ne tenait que par des vêtements sales et pourris et une volonté plus forte que la mort elle-même. Mais même un seul grognement guttural aurait pu déclencher une suspicion. La dernière chose dont il avait besoin était une foule en colère qui voulait s'attaquer aux zombies. Lorsqu'il atteignit l'autre extrémité de Main Street, les trottoirs étaient vides et la plupart des portes d'entrée n'étaient éclairées que par le clair de lune. Tournant à gauche, il s'engagea sur le trottoir pour éviter d'attirer trop l'attention. Les heures suivantes se sont écoulées à un rythme correspondant à sa propre lenteur. À part quelques coups de klaxon et un grognement inaudible, il marchait sans être remarqué ni découragé. En traversant la rue vers la fin de son voyage, il a trébuché sur la bordure et s'est étalé sur le trottoir. Alors qu'il se relevait, quelque chose de la taille d'un poing a glissé de ses vêtements en lambeaux et a éclaté sur le ciment. Pensant qu'une autre partie de lui était tombée, il a baissé les yeux pour voir si elle pouvait être sauvée. Sur le trottoir, il y avait un morceau de tissu pourri, entouré de morceaux d'os carbonisés. Il les a comparés avec ses propres mains, pour confirmer qu'il s'agissait d'os de doigts cassés. Les jointures étaient les seuls morceaux qui n'avaient pas été touchés par le feu, lui faisaient penser à du pop-corn, pour une raison étrange. Une douleur fantôme à l'endroit où se trouvait son estomac l'a empêché de se souvenir de sa vie passée. D'un coup de pelle, il a dispersé les os. Sans réfléchir une seconde à leur signification, il continua vers sa destination. Un chien hirsute, à la fourrure sale et emmêlée, s'est approché de lui à un pâté de maison de sa destination. Il le suivait, espérant probablement qu'il restait encore de la moelle dans ses os. Il l'a chassé avec le bout de sa pelle quand il s'est approché trop près. Si quelqu'un doit enterrer quelque chose ce soir, Fido, ce n'est certainement pas toi. Cette pensée l'a fait rire intérieurement lorsqu'il arriva à un passage à niveau. Marcher sur les voies lui rappelait des souvenirs de sa femme.
Elle croisait toujours les doigts en passant sur les voies ferrées. Elle insistait pour qu'il le fasse aussi, mais il n'a jamais joué le jeu. En fait, il l'a toujours réprimandée d'être aussi superstitieuse. Soudainement submergé par le regret, il l'a fait pour elle et a perdu un doigt pour ses efforts. Sans prendre la peine de le ramasser, il a continué. Pour la deuxième fois cette nuit-là, il a ressenti un étrange picotement dans ses os. Faisant fi du doute qui montait en lui, il accéléra le pas, certain que ce qui le rendait autonome n'allait pas durer plus longtemps. Il s'arrêta un moment lorsqu'il arriva à la limite du cimetière et contempla le paysage. Il n'était pas présent lorsqu'il a été enterré là, enfin, seulement dans le sens où cela compte. Mais d'une certaine manière, il savait que de l'autre côté de la propriété se trouvait un cercueil vide et une pierre tombale portant son nom. Et juste à côté se trouvait l'endroit où sa femme reposait. Elle était vivante la dernière fois qu'il l'a vue, mais de la même façon mystérieuse qu'il savait où se trouvait sa tombe, il savait aussi qu'elle était morte. En marchant parmi les pierres tombales, il ressentait l'avant-goût de la tranquillité qu'aucune tombe d'inconnu pourrait lui donner. Être enfin en paix aux côtés de la femme qu'il aimait était tout ce qu'il désirait. Il ne savait pas qu'il l'avait déterrée et enterrée dans les bois au bout de May Street. Il ne comprenait pas non plus pourquoi quelqu'un aurait fait une telle chose. Il décida que cela n'avait pas d'importance, car il avait pris les choses en main et serait bientôt en paix. La pelle serrée dans ses mains froides et mortes, il s'est approché de sa pierre tombale. Son nom, la chronologie de sa vie et un simple message, fils, père et mari bien-aimé, étaient gravés dans la pierre. À côté se trouvait la tombe de sa femme. Il a enlevé la feuille rouge sur le dessus de la pierre et s'est retourné vers sa parcelle. Il est temps de retourner à la vie de mort et d'enterrer, pensa-t-il en enfonçant la tête de la pelle dans le sol. Il l'enfonce plus profondément avec son pied et soulève la première pelletée de terre. Alors qu'il la jette sur le côté, une voix brise le silence qui entoure le cimetière. « Comment comptes-tu remettre toute cette terre en place quand tu auras fini ?» Jack se retourne pour découvrir un homme de grande taille, vêtu d'un simple t-shirt noir et d'un jean bleu. Ne semblant pas le moins du monde choqué par le cadavre animé de Jack Marlon devant lui, il s'exclame « Ah, voilà ma pelle !» avant de l'arracher des mains de Jack. Sans une seconde d'hésitation, il fit pivoter la pelle et frappa Jack sur le côté de la tête. Le mort a poussé un hurlement inhumain en trébuchant sur le côté. Au moment où il essaya de se relever, l'inconnu a balancé la pelle vers le haut, l'atteignant au menton et le faisant tomber sur le dos. Quelques secondes plus tard, une botte s'est écrasée sur sa poitrine. Il pouvait entendre ses côtes craquer alors qu'il s'agrippait désespérément à la jambe de l'homme. L'étranger planta la pelle dans le sol à côté de la tête du mort et l'attrapa par les bras. D'un grand coup, il les arracha de leur orbite et les a jetés sur les côtés. Le cadavre de Jack Marlon, qui se tordait, a poussé un cri effroyable qui a résonné dans tout le cimetière. L'étranger saisit la pelle et, sans hésiter, l'enfonça dans le cou du mort. La tête de Jack s'est dégagée et s'est installée dans la motte de terre qu'il avait creusée quelques instants auparavant. Accroupi, l'homme ramasse la tête coupée et crache dans son orbite. « Tu ne te souviens pas de moi, mais j'aimerais tant que ce soit le cas. La prochaine fois que tu me verras, ce sera comme si nous ne nous étions jamais rencontrés. Malheureusement, le sortilège ne peut pas tout faire. Tu te demandes probablement qui je suis, mais mon nom n'a pas d'importance. Sache juste que je suis l'arrière-petit-fils de Hilda Swanson. Tu te souviens d'elle au moins, non ? Elle est l'une des nombreuses personnes que tu as escroquées. Oui, eh bien, elle a un message pour toi. » Sur ces mots, il posa le crâne de Jack sur l'herbe et sortit de sa poche une petite bourse et un paquet d'allumettes. Dans la bourse se trouvait une fine poudre rouge qu'il a versée en cercle autour du crâne. Jack, en témoin involontaire qu'il est, ne pouvait rien faire d'autre que de regarder l'homme sortir une bourse d'une autre poche
Il a deviné ce qu'elle contenait quelques secondes avant que l'homme ne l'ouvre et ne déverse son contenu sur l'herbe. Étalés devant lui, des morceaux d'os de doigts jaunis. L'homme a placé les os autour du crâne, l'extrémité de chaque doigt dépassant du cercle rouge. En marmonnant quelques mots inaudibles, il a frotté une allumette sur le sommet de la tête de Jack et l'a jetée sur le cercle. Une flamme verte a jailli et a rapidement encerclé le crâne de Jack Marlon. Les flammes s'élevaient autour de lui et vacillaient de façon menaçante. Jack s'est réveillé comme dans un rêve. Il était assis à son bureau, un revolver chargé, serré dans sa main. Une voix forte venant de l'autre côté de la porte de son bureau disait « C'est la police! Nous avons un mandat pour votre... » La voix s'interrompt au moment où une femme âgée vêtue d'une longue robe jaune apparaît devant lui. Sa robe flottait autour d'elle, comme si elle était sous l'eau, mais ses cheveux noirs grisonnants n'ont pas bougé d'un centimètre, alors qu'elle s'approchait vers son bureau. « Ne t'inquiète pas, ils n'entreront que si tu leur donnes le feu vert. » Jack a lâché. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'est penchée sur le bureau et l'a regardé droit dans les yeux. « Je m'appelle Hilda Swanson. Vous et moi devons parler. » En un éclair, tout lui est revenu. Il revivait les derniers moments de sa vie. Mis à part la présence de cette femme, tout le reste était identique à ce qui s'était passé auparavant. Il venait de raccrocher le téléphone avec le chef de la sécurité, qui l'avait appelé pour lui dire que la police montait dans l'ascenseur pour délivrer un mandat d'arrêt. Cette prise de conscience était presque trop difficile à accepter pour Jack, mais il a fini par reprendre ses esprits. Je me suis tiré une balle dans la tête. Oui, mais ne t'en fais pas pour l'instant. Il n'y a rien de définitif avec le bon rituel. Mais comment? Ça ne peut pas être réel. Je veux dire... Chut, c'est plus simple que tu le penses. Tu dois juste te lever et ouvrir cette porte. Jack est resté assis, fixant la silhouette éthérée qui se tenait devant lui. Mais à quoi ça servirait? Hilda secoue la tête en signe de frustration. Il semble que je doive te l'expliquer plus clairement. Tu dois affronter la réalité et laisser ces hommes entrer ici pour que les choses puissent avancer comme elles auraient dû le faire en premier lieu. Tout devrait s'arranger après ça. Mais je ne veux pas aller en prison. Hilda pose ses mains violemment sur le bureau en acajou. Oh, espèce de lâche! Tu préfères laisser ce bordel à ta famille et qu'elle paye pour toi? Ouais, je suppose que oui. C'est ce que tu as fait après tout. Alors, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, mets le flingue dans ta bouche. Appuie sur la gâchette. Jack a regardé le revolver dans sa main. Il se demandait comment les choses avaient pu si mal tourner. Convaincu qu'il ne se ferait jamais prendre, il s'est enfoncé de plus en plus profondément jusqu'à ce qu'il finisse inévitablement par se retrouver là où il en était, à décider s'il devait prendre une balle ou affronter la honte et l'humiliation qui l'attendaient de l'autre côté de cette porte. Découvrant un courage qu'il ne connaissait pas en lui, il se leva et fit le tour de son bureau. Il laissa tomber le revolver à ses pieds et s'approcha de la porte. Prenant une profonde inspiration, il attrapa la poignée de la porte. Hilda s'est mise à rire sauvagement tandis qu'il ouvrait la porte. Il n'y avait pas de police, ni même sa secrétaire en train de taper sur son bureau. Au lieu de cela, tout ce qu'il voyait était le cimetière dans lequel il avait marché toute la nuit. Espèce d'idiot, rien ne peut défaire ce que tu as fait. Il s'est retourné pour lui faire face. Je ne comprends pas, vous me disiez... Le rire de la femme s'éteignit alors qu'un rictus tordu remplaçait les rides de rire sur son visage. Oui, j'ai dit ce que j'ai dit, mais seulement pour pouvoir te regarder t'exploser la cervelle à nouveau. C'est la première fois que tu choisis la deuxième option. Ça t'a pris du temps, mais ça ne change rien. Tu es mort, et moi aussi. Mais rien. Je suis morte en attendant que les responsables découvrent où tu as caché tous tes gains volés, comme beaucoup d'autres personnes que tu as trahies. Tu as sans doute tout enfermé dans une banque suisse, et personne ne pourra jamais y accéder. Donc tout ce qui me reste, c'est la chance, une fois par an, de te faire revivre ta mort. Et crois-moi, c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire tant que ma famille continuera à faire des enfants
et à leur apprendre tout sur toi. Tant qu'ils perpétueront la tradition d'Halloween, tu ne pourras pas te reposer tranquillement sous cette belle pierre tombale. » Totalement abasourdi, Jack ne pouvait rien faire d'autre que bafouiller sous le choc. Elle a dit qu'il ne reposerait jamais en paix, et il l'a cru. Il se demanda à ce moment-là depuis combien de temps cette affaire sordide avait duré. Mais il ne prit pas la peine de lui demander. Il ne pensait pas qu'il voulait vraiment le savoir. Perdu dans un bourbier d'auto-apitoiement, il ne remarqua pas qu'Hilda s'avançait derrière lui. Se dressant sur la pointe des pieds, elle s'est penchée vers lui et lui a murmuré à l'oreille. « Il ne reste plus qu'à te remettre en terre. On se voit l'année prochaine, Jack. » Son nom a à peine sorti de sa bouche. Elle s'est penchée sur lui et l'a poussé vers la porte. Environ 1 heure plus tard, Jack était à nouveau mort pour le monde et s'est installé dans sa tombe non marquée dans les bois. L'arrière-petit-fils d'Hilda a jeté une petite bourse reliée par une corde en cuir sur le cadavre. Son contenu crépitait et bourdonnait avec la promesse de futurs sortilèges. Il a ensuite rempli le trou. Une fois sa tâche terminée, il posa la pelle à côté du monticule et recouvrit le tout de feuilles et de branches. Alors que le soleil commençait à se lever, il prononça les 5 mots par lesquels il terminait chaque Halloween. « À l'année prochaine, Jack. »